Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore, $150 à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. 2 bourses d'Afrique centrale réunies en une seule et des investisseurs enfin convaincus. La bourse de Douala sort de son sommeil. Nous, en tant que professionnels, nous sommes très satisfaits parce que ça permet quand même d'avoir un seul discours vis-à-vis des entreprises qui souhaitent aller vers la bourse. Arbitrer entre l'accès à l'électricité et les moyens de subsistance des communautés du fleuve Congo, c'est le dilemme du barrage Inga 3. Dans notre entreprise, il y a coupure chaque jour, surtout quand il fait très chaud. Donc quand il fait très chaud, nécessairement il y a coupure. Attention aux faux médicaments, plusieurs pays dont le Congo-Brazzaville sont toujours en proie au trafic de médicaments falsifiés ou mal dosés. Jusqu'à présent, vraiment, on fait un bon boulot. Il n'y a pas d'inconvénient. Même mes enfants, lorsqu'ils sont malades à la maison, c'est les produits que je donne. Nous, on ne paye pas les produits français parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les produits français. C'est l'histoire de 2 marchés financiers de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui ont fusionné. La bourse de Douala et la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale de Libreville ne font plus qu'une. Cette nouvelle bourse régionale, située à Douala, a eu du mal à convaincre des investisseurs plutôt frileux. Mais depuis quelques mois, plusieurs émissions obligataires et un regain d'intérêt dans le compartiment des actions changent la donne. Pour en savoir plus, Aboubakar Mounchili a visité cette bourse, porte d'entrée d'un vaste marché financier régional. Regardez. Voici le siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, en plein cœur du quartier d'affaires à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il y a presque 2 ans, elle est devenue l'unique bourse de la sous-région. Un véritable espoir en zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nous avons, depuis le 4 juillet 2019, assisté à la fusion-absorption de Douala Stock Exchange, qui était la bourse du Cameroun, par la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, à savoir la BVMAC, dont le siège était à Libreville. Les chefs d'État ayant donc décidé de l'intégration des marchés financiers de l'Afrique centrale. Nous, en tant que professionnels, nous sommes très satisfaits parce que ça permet quand même d'avoir un seul discours vis-à-vis des entreprises qui souhaitent aller vers la bourse. Pendant près de 16 ans, de 2003 à 2019, la zone CEMAC a été en effet marquée par la coexistence de 2 marchés boursiers concurrents. Au résultat, des conséquences douloureuses pour le monde des affaires locales. Nous avons beaucoup souffert en CEMAC du fait qu'il y avait 2 bourses actives et 2 organes de régulation, CNF et COSUMAF. Donc ça ne permettait pas aux émetteurs, à tous ceux qui voulaient arriver à la bourse, de pouvoir choisir une place financière ou une autre. Depuis lors, l'unique bourse et 2 acteurs clés animent le marché financier de la sous-région. Tout d'abord, le régulateur, qui est la commission de surveillance du marché de l'Afrique centrale, la COSUMAF. Ensuite, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, qui assure la fonction de banque de règlement. Au-delà donc de ces acteurs centraux, nous avons une quinzaine de sociétés de bourse qui sont agréées par le régulateur, dont le rôle est de servir de l'intermédiation entre le public qui a besoin d'investir et les émetteurs. À côté donc de ces acteurs qui sont les intermédiaires, il y a bien entendu, n'est-ce pas, les opérateurs économiques eux-mêmes. Car sans opérateurs économiques, c'est-à-dire sans investisseurs, sans émetteurs, il n'y a pas d'échange sur le marché financier. Allos Finance Cameroun est une entreprise qui fait dans le crédit bail. Elle est parmi les premières entreprises de la sous-région Afrique centrale à avoir compris que l'arrivée de la bourse représentait une grande opportunité pour le milieu d'affaires de la sous-région. Pour l'expérience, au début, on avait quelques interrogations
Mais je dois dire que ça a plutôt été une belle expérience, une belle réussite. Les acteurs du marché boursier sur l'Afrique centrale, en fait, sont véritablement à l'écoute des entreprises. On cherchait 8 milliards, on a eu un taux de souscription de 110%. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin pour les investisseurs institutionnels sur ce marché. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on est coté à la bourse de Douala et ça se passe très bien. Comme cette entreprise, d'autres, au fil du jour, frappent à la porte de la BVMA pour profiter du mécanisme de mobilisation du financement et d'épargne différents des circuits classiques que représente la bourse. C'est le cas de la régionale du microfinance camerounaise, avec des fonds propres de l'ordre de 10 milliards de francs CFA qui affiche l'ambition de se transformer en banque universelle et cherche à augmenter son capital de l'ordre de 15 milliards. Nous avons fait cette opération financière capitale en tant qu'arrangeur chef de file. Nous sommes relativement satisfaits à ce jour de la popularité de l'opération au niveau des petits porteurs. Les gens ont répondu favorablement. Donc nous avons aussi bien beaucoup de gens du Cameroun, bien entendu, mais aussi des Tchadiens, des Gabonais, des Congolais. Donc voilà le type d'opération qui doit se multiplier. Un exemple qui illustre bien le vrai coup d'oxygène pris par la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale ces derniers temps, notamment sous le compartiment des obligations de ce marché financier. En 4 mois seulement, par exemple, entre décembre 2020 et mars 2021, 3 opérations de levée de fonds ont été enregistrées. D'autres emprunts et l'introduction en bourse des sociétés publiques venant de différents pays de la CEMAC sont annoncés et attendus à la bourse régionale. Elle fonctionne avec 2 compartiments. Il y a un compartiment action sur lequel nous avons aujourd'hui 4 valeurs mobilières, c'est-à-dire 4 actions qui sont cotées. Un compartiment obligation où nous avons une douzaine de lignes obligataires qui sont également cotées, avec, nous pouvons dire aujourd'hui, une capitalisation encore insuffisante, qui ne traduit pas de façon sincère le niveau de l'activité économique, n'est-ce pas, des États et des économies de la sous-région. Des performances qui reflètent encore mal le potentiel économique de la zone CEMAC. Les responsables de la bourse et les intervenants du marché sont bien conscients que les défis sont énormes et les actions à entreprendre urgentes. La timidité est réelle. Je crois que c'est un problème de culture boursière, de communication, de formation des acteurs. Alors, nos programmes aujourd'hui vont dans ce sens, essentiellement, à savoir promouvoir l'espace de la bourse mobilière des affaires, de la bourse valeur mobilière d'Afrique centrale à Douala, rendre la place attractive, rendre la bourse au niveau des étudiants, qu'elle soit quelque chose qu'ils prennent en compte dans leur formation. Pourquoi pas au niveau de l'école primaire? Il faudrait que depuis la base jusqu'au niveau le plus élevé, les acteurs, les populations puissent comprendre que la bourse est un moyen essentiel pour promouvoir le financement de leurs activités, pour pouvoir permettre de placer leur épargne dans un créneau qui est sûr et crédible. C'est donc le travail que nous sommes en train de faire. On ne peut pas avoir une économie de la CEMAC qui n'a pas un marché boursier performant. On ne peut pas se passer d'une bourse. Donc il faut absolument que la bourse vive. Donc nous travaillons aujourd'hui beaucoup sur le cadre réglementaire pour changer, améliorer les différents textes réglementaires CEMAC afin de rendre le cadre réglementaire et la bourse beaucoup plus compétitive. La zone CEMAC est condamnée à avoir un marché financier performant si elle veut poursuivre et asseoir son développement économique. La batterie des mesures incitatives, la volonté affichée des acteurs et l'engouement progressif des entreprises pour la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale sont des preuves que l'espoir est possible dans cette sous-région du continent africain. Est-ce la fin d'un boom? Une chose est sûre, l'écosystème des startups d'Afrique de l'Est a attiré moins de capitaux privés en 2020. Les investissements y ont en effet reculé de 54%
D'après la dernière édition de l'Africa Tech Venture Capital Report, au total, la région a attiré 334,3 millions de dollars l'an dernier contre 729 millions en 2019. Le Kenya se taille à la part du lion de cette manne financière, absorbant à lui seul 305 millions de dollars. Lagos, la grande métropole du Nigeria, dit non aux coupures d'électricité. Avec une population de 27 millions d'habitants et 25% du produit intérieur brut du pays, elle reçoit 9 fois moins d'électricité qu'elle en nécessiterait. Pour en finir avec les délestages et les générateurs qui nuisent au développement des entreprises, les autorités de Lagos ont une idée. Elles veulent lancer un appel d'offres pour un système séparé de génération, de distribution et de transmission d'électricité. Le dispositif est encore à l'étude et sera présenté prochainement. Et cette situation de délestage fréquent continue d'avoir un lourd impact en République démocratique du Congo. Le projet de barrage hydroélectrique Inga 3 sur le fleuve Congo a fait l'objet d'un appel d'offres en 2016 et pourrait démarrer cette année. Mais il continue de faire l'objet de nombreuses oppositions sociales et environnementales. Le point d'équilibre entre profit économique des entreprises et moyens de subsistance des populations locales est toujours difficile à trouver, comme nous l'avions vu sur place. Regardez. Un samedi soir sur la Terre, les villes des pays riches s'illuminent. Sur le continent africain, la majorité de la population reste dans la nuit. Et ce défaut d'électrification est une réalité quotidienne sur le continent. Cette imprimerie congolaise emploie une cinquantaine de personnes. Elle doit jongler en permanence avec les coupures d'électricité. Dans notre entreprise, il y a coupure chaque jour, surtout quand il fait très chaud. Donc quand il fait très chaud, nécessairement il y a coupure. Et on appelle ça souvent délestage ici. Donc il commence le matin, par exemple, quand il fait très chaud, jusqu'au coucher du soleil, donc vers 17h ou 18h, si on a la chance. Sinon, on peut aller jusqu'à 19h, 20h ou 21h. Ça dépend. Donc c'est tous les jours. Pourtant, des solutions existent. La RDC possède un site exceptionnel sur le fleuve Congo avec un immense bassin naturel. De ses rives pourrait émerger le plus grand barrage de la planète, 2 fois celui des Trois Gorges en Chine. Avec à la clé la réponse à une grande partie des problèmes énergétiques de tout le continent. Aujourd'hui, 2 petites centrales vieillissantes sont déjà installées, Inga 1 et 2, qui ne fonctionnent pas à plein régime et peinent à répondre à la demande du pays. Dans le cadre du financement que nous avons pour le moment à la SNEL, provenant des bailleurs de fonds internationaux, les 2 centrales d'Inga vont être réhabilitées. Il y a 4 machines sur 6 seront réhabilitées à Inga 1 et 5 machines sur 8 seront réhabilitées à Inga 2. Les possibilités de production d'électricité sont impressionnantes, de l'ordre de 40 000 MW, l'équivalent de 40 centrales nucléaires. Mais pour financer un tel projet, il faut mettre autour de la table plusieurs bailleurs de fonds en partenariat avec les autorités locales. Actuellement, la BAD accompagne le gouvernement de la RDC à travers une étude d'environ 15 millions de dollars qui va proposer quelles seraient les possibilités de phasage du développement de ce site, puisqu'il s'agit d'investissements très importants et il n'est pas possible de les mobiliser en un seul coup. Donc actuellement, la décision à prendre, c'est est-ce qu'on va développer le site Inga 3 ou est-ce qu'une première phase du Grand Inga? Et bien sûr, le gouvernement de la RDC va devoir décider sur la base des éléments techniques et financiers. Pour que ce projet pharaonique voie le jour, il faut que les partenaires régionaux et continentaux jouent le jeu. L'Afrique est découpée en 5 pôles énergétiques régionaux, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Le rôle pourrait être déterminant pour boucler le tour de table financier du projet. En comparaison des centrales thermiques comme celle-ci qui fonctionne au pétrole, une centrale hydroélectrique offre une énergie propre et renouvelable. Et sur le plan économique, le coût de production est 3 à 4 fois moins élevé. Par contre, les aménagements sur site pour construire le barrage peuvent avoir des impacts environnementaux et sociaux importants. Des préoccupations sociales et environnementales qui ont été prises en compte par les responsables de la construction du barrage de Bujagali en Ouganda. Après avoir été relogées, les populations vivant à proximité du site suivent aujourd'hui des formations agricoles pour sortir de la pauvreté.
C'est dans les villages que le projet a frappé de plein fouet. Nous mettons en place des programmes de formation à la fois agricoles et techniques pour les habitants. Nous nous occupons également des populations vulnérables de ces villages. Retour en RDC. Pour l'instant, le seul rapport disponible est celui du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et il considère les centrales actuelles, Inga 1 et 2, comme deux exemples très positifs de production d'énergie propre. En attendant, les entreprises de Kinshasa continuent de souffrir. Et si un jour le grand barrage d'Inga se dresse au-dessus du fleuve Congo, c'est toute la vie quotidienne des Africains qui s'améliorera, et avec elle, l'économie du continent. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Se déplacer en Afrique sans faire face à d'interminables retards et queues dans les aéroports, ce n'est plus un rêve, mais bientôt une réalité. Ethiopian Airlines, Kenya Airways et Sky Airlines ont adopté la solution numérique proposée par l'Union africaine avec ses partenaires techniques Panabios et Econet. Il s'agit du Trusted Travel Pass. Cette innovation peut être intégrée aux apps des compagnies aériennes. Elle permet la vérification du statut de test ou de vaccination des voyageurs. En France, la solution Safety Travel se développe en partenariat avec des ports et aéroports français, comme récemment avec l'aéroport de Metz. Ces développements sont scrutés avec attention par le secteur de l'hôtellerie africaine très dépendant de la reprise aérienne et il y a quelques signes qu'une amélioration est en cours. Si une majorité d'hôtels a fermé ses portes pendant la crise, les réouvertures se font progressivement. Surtout, 68% des 219 projets hôteliers en cours en Afrique subsaharienne se sont poursuivis ces derniers mois en dépit de la crise sanitaire. En Afrique de l'Ouest, le groupe Accor demeure confiant. Pour en parler, je suis rejointe par Daniel Karbowski, directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale pour les marques du groupe Accor. Bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Alors, comment se portent aujourd'hui vos hôtels ? Vu la situation, il y a certains qui pourraient se porter beaucoup mieux, bien entendu. On subit l'impact évidemment de la pandémie en Europe, les restrictions de voyage, la pandémie également en Afrique, bien entendu. Donc aujourd'hui, on sent quand même, on avait senti ça en fin d'année 2020 et on le ressent là sur la fin du premier trimestre, on espère sur le deuxième trimestre, une légère reprise des business travelers, spécialement donc vraiment sur l'Afrique de l'Ouest, vraiment les voyageurs business qui viennent pour le travail. Sinon, évidemment, tout ce qui est déplacement touristique ou bien quoi est complètement fermé pour le moment, bien entendu. Mais le business reprend pourtant en Afrique. Sur le continent africain, sur les pays limitrophes, donc les pays panafricains, je dirais, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, etc. Le business reprend. On souffre plus, bien sûr, sur le business venant d'Europe ou d'Asie ou d'Amérique. Mais sur le business africain, ça bouge un peu plus. Il y a un petit peu plus de réservations et donc de vie dans les hôtels. Et donc, ça fait du bien de ressentir un peu des clients qui sont là, bien entendu. Vous venez de prendre la direction de l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Quels sont vos projets pour ce lieu exceptionnel ? C'est même mythique. C'est l'étendard et le porte-drapeau ivoirien du tourisme, qu'il soit tourisme loisir ou tourisme d'affaires. Bon, il y a énormément de challenges. D'abord, il y a passé au mieux cette pandémie parce que moi, je suis un éternel optimiste. Donc, je suis persuadé que le business va reprendre. Moi, j'imagine un ramp-up un peu plus important à partir de septembre-octobre, lorsque les vaccinations seront un peu plus installées, y compris sur le continent africain. Et ensuite, les objectifs, donc une fois qu'on aura passé cette pandémie, eh bien, c'est continuer à être l'étendard de ce tourisme en Côte d'Ivoire, c'est de se positionner pleinement dans la vision du président Ouattara qui est 2021-2025, de faire d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire un des leaders du tourisme d'affaires sur le continent africain. Puis aussi développer une partie qui n'a pas été souvent développée sur le Sofitel Ivoire, qui est la partie plus loisir. On a la chance d'avoir un site. Vous savez, à Abidjan, on n'appelle pas le Sofitel Ivoire l'hôtel Ivoire, on dit le village Ivoire, parce que le site est énorme. Vous avez 400 chambres d'hôtel, un cinéma,
un casino, des cours de tennis, une piscine absolument énorme, des endroits où on peut être complètement détendu, être un petit peu à l'écart des gens, etc. Donc, on peut développer une clientèle touristique locale, africaine et européenne, bien entendu, mais aussi locale et africaine pour les week-ends, les vacances, etc. Daniel Karbovnik, merci. C'est une bonne nouvelle pour la santé et aussi pour l'industrie pharmaceutique africaine. La société égyptienne Minapharm a signé un accord avec le fonds russe Direct Investment pour fabriquer le vaccin Sputnik. L'accord prévoit un transfert de technologie immédiat. La production de 40 millions de doses va commencer au Caire avec les premières livraisons qui sont attendues au 3e trimestre. La pandémie du Covid-19 offre un contexte particulièrement propice à la prolifération de faux médicaments, antipaludéens falsifiés, fausses présentations de chloroquine ou encore faux vaccins Covid découverts récemment en Afrique du Sud. Les faussaires ne manquent pas de ressources. Les experts craignent pour les pays les plus fragilisés, par exemple le Congo-Brazzaville, gangréné depuis longtemps par le trafic de faux médicaments, comme l'avait constaté notre journaliste Judikaël Moussirou à Pointe-Noire. Nous sommes dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, au Congo. À quelques mètres de là, le marché dit de la frontière. Ici, arrivent des marchandises en provenance du Cabinda, enclave située entre la frontière du Congo et de l'Angola. Devant notre caméra, un taxi se gare. On le décharge. Chacun se sert comme il peut. On décide de suivre cet homme, mais notre initiative n'ira pas loin. Notre présence dérange. On finit par rencontrer Antoine, son métier, vendeur de médicaments contrefaits, une activité illégale qu'il exerce depuis 7 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Jusqu'à présent, vraiment, on fait un bon boulot. Il n'y a pas d'inconvénient. Même mes enfants, lorsqu'ils sont malades à la maison, c'est les produits que je donne. Nous, on ne paye pas les produits français parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les produits français. C'est trop cher. Nous, on se débrouille avec ça. Un sirop, par exemple, un intuitif que je vous montre, par exemple, qui coûte au moins 2000 et quelques à la pharmacie. Mais si chez nous, si tu as 1000 francs, 800 francs, tu peux acquérir ça. Dans cet immense marché, 70% de la population achète ces faux médicaments à des prix défiant toute concurrence. Rien qu'à Pointe-Noire, ce trafic représente 20 à 25% du marché du médicament national. Et face aux pharmaciens qui dénoncent leur présence, les vendeurs revendiquent leurs droits. Nous leur disons, si leurs produits pharmaceutiques ne marchent plus, ils doivent fermer. Comme ils sont en train de vendre, ça veut dire qu'ils fonctionnent. D'autres personnes ici à Pointe-Noire préfèrent acheter chez eux. Chacun de nous doit s'occuper de son propre business et c'est tout. Pour écouler leurs marchandises, les vendeurs se sont organisés pour construire cette zone de commerce avec l'autorisation de la mairie de Pointe-Noire. Pourtant, tous ces médicaments sont exposés à la chaleur ainsi que la poussière. Malgré les risques, les clients achètent. Au point de vue prix, ça rend des services à des personnes qui, en partant dans les pharmacies, ils ont un cas devant un cas flagrant de force majeure, ils n'arrivent pas à trouver la somme nécessaire. Quand ils arrivent ici, ils négocient et ils trouvent les produits, et les mêmes produits portent aussi guérison. Mais comme les pharmacies payent les produits payés à la pharmacie, en fait de compte, c'est Dieu qui décide. Quand on dit que c'est votre jour, quel que soit là où vous avez payé, s'il faut partir, vous partez. Changement de décor. Dans cette pharmacie, plus de 250 patients viennent se procurer les médicaments. La conservation se fait dans de bonnes conditions, contrairement à ce qui se passe dans la rue. Alors, je vous amène dans le fond du magasin, là où se trouvent tous les produits à usage externe. Donc, là-dedans, on a les ampoules, on a les sachets et on a les sirops. Donc, dans une pharmacie, tout est rangé par ordre alphabétique. Donc vous verrez que c'est toujours commencé. Ça commence toujours par A. Ici, le premier produit, c'est là. Alors, il y a des produits qui ne se conservent qu'au frigo, tels que les vaccins, l'insuline. Ça, on ne peut les conserver qu'au réfrigérateur. Donc, nos produits sont conservés là. Nos vaccins sont conservés ici. Les pharmaciens estiment qu'un médicament sur 5 vendu dans la rue est périmé. Ces produits entraînent souvent des effets indésirables pour les usagers.
Du côté des autorités, on est conscient du problème, même si les mesures à prendre restent difficiles à exécuter, ce qui laisse une marge de manœuvre pour ces vendeurs ambulants. Il y a des personnes qui ont étudié pour ça et qu'il faut donner l'occasion à ces personnes d'exercer et d'exercer correctement. Mais s'il y a des non-sachants qui s'accaparent de ce que les sachants doivent faire, vous comprenez que si ça se trouve déjà dans la rue, il faut savoir comment aller pas à pas. En brusquant les choses, c'est une société. La réaction de la société, vous connaissez les revers que ça peut porter, même quand vous allez pour faire du bien, mais il y a toujours des revers. Donc il faut savoir éviter que ce revers-là ne donne encore l'occasion à ceux-là de pouvoir trouver la possibilité de créer autre chose. Ce phénomène reste présent dans plusieurs pays africains. Après l'accord de Cotonou de 2009 qui avait lancé la mobilisation d'une trentaine d'États contre le trafic de faux médicaments, l'initiative de Lomé, signée en janvier, veut aller plus loin en uniformisant les sanctions pénales dans les juridictions nationales ou encore en mutualisant renseignements et bonnes pratiques. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux et celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 550, tous à vos crayons. Écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Quelles bourses ont fusionné pour donner naissance à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC? Abidjan et Lagos, Douala et Libreville, Douala et Abidjan. Deuxième question. Quel est le projet de barrage sur le fleuve Congo? Inga 2, Inga 3 ou Inga 4? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaenair.com. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses, bien sûr. Ce jeu, par exemple, est le numéro 550. Le gagnant recevra 150 $ par mandat. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 546. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Quel thème évoque les peintures murales d'Accra? Réponse, culture traditionnelle et portrait historique. Deuxième question. Combien de champignons peut-on produire avec une tonne de substrat? Réponse, 1 tonne. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Jean-Claude Woumine, ancien joueur de football et président de l'association Foot Solidaire. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaenair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.